Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne où l'on parle d'agriculture, de l'agriculture d'aujourd'hui en perspective avec ce qu'elle était hier, une période que j'ai bien connue. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous, cela m'encourage et renforce la chaîne. Et puis, un petit pouce si vous avez aimé le sujet. Bien, revenons à notre sujet du jour. Cette crise agricole qui couve depuis des mois, si l'on fait un petit retour en arrière, il faut bien mesurer le chemin parcouru. Au cours des années 45-48, les paysans se sont retrouvés accusés d'affamer la population et même les politiques se sont joints à la vindicte populaire. On a accusé des paysans de stocker alors qu'eux-mêmes avaient du mal à produire, faute de fournitures, d'engrais et de matériel. C'était le rationnement généralisé, il fallait des tickets pour tout. Et même une partie du cheptel avait été détruite ou embarquée par l'occupant, situation particulièrement vraie dans le département comme les Vosges. Toutefois, le syndicalisme agricole s'organise et, par exemple, le 22 octobre 1946, à la halle aux bestiaux du marché de Nancy, c'est plus de 2000 personnes qui se retrouvaient réunies. Il faut imaginer ce que c'est, compte tenu des moyens de déplacement de l'époque. Comme je l'avais titré dans le livre que j'ai publié en 2017 sur l'histoire de l'agriculture des Vosges, après le trop peu, le trop plein. En effet, dès le début des années 50, le prix des denrées agricoles chute et au cours de cette période, les problèmes de prix vont être au centre des préoccupations des paysans français, confrontés à une inflation galopante que subissent aussi les ménages. Une fois de plus, ce sont les paysans qui seront la variable d'ajustement. Mais le discours va largement évoluer au cours des années 60 avec les questions de structure et de moyens de production. C'est à cette époque que Michel de Baptiste va sortir son livre sur le devenir de l'agriculture sous le titre « La révolution silencieuse », inspiré du travail de réflexion des jeunes agriculteurs et des structures JAC, c'est-à-dire Jeunesse agricole catholique. C'est ce paysan du Puy-de-Dôme qui va devenir le secrétaire général du nouveau CNJA, Centre national des jeunes agriculteurs, puis de la FNSEA. Cette nouvelle équipe insuffle un mouvement de réaction face à ces différentes adversités. Je vous décris quand même le contexte. Charles de Gaulle est président de la République depuis 1958, Georges Pompidou en est le Premier ministre de 1962 à 1968 et Edgar Pisani sera le ministre de l'Agriculture de 61 à 66. Ce sera un acteur important de cette transition et toutes ces lois. Ça va être le début du travail sur les structures agricoles avec la mise en place de l'IVD qui va permettre le départ d'anciens agriculteurs avec une indemnité et puis de nombreux dispositifs d'aide, notamment au bâtiment d'élevage, à la modernisation. C'est aussi les lois sur l'élevage de 62 à 64, avec le développement du contrôle laitier, de l'insémination et de divers organismes de développement, et ainsi qu'un coup de pouce à la recherche. Néanmoins, des problèmes demeurent et la pression monte. Par exemple, le 26 juin 1967, c'est 8000 paysans qui se retrouvent à Redon, en Ille-et-Vilaine. Plus ou moins à la même période à Chaumont, le 2 octobre, c'est 9000 agriculteurs qui seront rassemblés. Évidemment, je ne vais pas vous développer l'ensemble des crises qu'a pu connaître l'agriculture depuis 70 ans, mais au travers des mobilisations, faire ressortir les masses importantes d'agriculteurs que cela mobilisait. Il y avait beaucoup moins de tracteurs, mais beaucoup plus d'agriculteurs, de paysans. Cela renvoie à l'évolution de la population agricole qui n'a cessé de décroître au fil des décennies, au point d'aboutir à un seuil critique qu'il faudra bien endiguer. Je vous livre quelques chiffres. En 1955, il y avait 2,3 millions de paysans. En 2003, il n'en restait plus que 590 000 et en 2020, 496 000. On le voit, cette décroissance de la population agricole est constante et il ne peut que se poursuivre si aucune mesure concrète ne vient enrayer ce phénomène. Pourtant, notre alimentation, l'entretien des sols et des paysages, l'aménagement du territoire en dépendent. Finalement, c'est de tout cela que les agriculteurs sont venus dire sur les routes de France, comme ces jours-ci sur la N57 ou devant les sièges des usines Lactalis et Savencia. D'ailleurs, vous avez un autre sujet qui fait le point sur les revendications des producteurs que je suis allé faire à Corcieux. Je vous mets le lien dans la description, dans la barre de description en dessous. En résumé, les agriculteurs veulent vivre de leur métier
et de disposer de suffisamment de visibilité pour savoir s'ils peuvent continuer à vivre de ce métier et même installer des jeunes. C'est cela qui est dit à travers les 13 courts témoignages très représentatifs du ressenti de la population agricole, mais pas que, car ce sentiment est également partagé par une bonne partie de la population consciente des enjeux. Eh bien écoutez, je vous laisse écouter leurs témoignages et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Je pense que notre métier a de l'avenir quand même. Je suis très positive, donc je pense qu'il y a de l'avenir même dans le lait demain, parce que quand on voit les baisses d'effectifs, un jour il va quand même falloir faire du lait dans les Vosges, faire du lait même partout. Donc moi je suis assez... J'espère que demain sera mieux qu'aujourd'hui. À l'administratif, moi je ne fais pas le métier là pour être assis devant un ordinateur. L'administratif c'est trop lourd. On a toujours des papiers à remplir pour un oui, pour un non. Il y a trop d'administratifs. Si on veut faire une demande de subvention, limite, on est presque obligé d'être accompagné au jour d'aujourd'hui, tellement qu'ils en demandent. Donc, voilà, même notre déclaration PAC, on a du mal à la faire tout seul. Il y a vraiment trop d'administratifs. Ça pose beaucoup de questions sur l'avenir du métier, de la filière laitière. On a quand même beaucoup moins de jeunes qui veulent se lancer dans le boulot, mais quand on voit les mobilisations qu'on connaît en ce moment, on voit qu'il y a encore de l'espoir dans les campagnes. Et ça motive quand même et ça donne espoir quand même. On espère que les choses vont pouvoir changer en notre faveur et puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, quoi. Je pense, oui, le lait, surtout globalement l'élevage, mais même le lait, on a beaucoup de zones de montagne où on ne peut pas forcément faire des grandes cultures. Et si ce n'est pas les animaux qui façonnent ce territoire-là, on ne pourra pas y aller avec un tracteur, ni une charrue, ni quoi que ce soit. Donc oui, moi je pense que l'élevage et le lait en fait partie, ont encore une place à l'avenir dans nos secteurs et dans notre zone de montagne, quoi. Myriam, toi, tu es dans l'agriculture, mais tu vis de l'apiculture. Oui, je suis apicultrice. Donc c'est ton métier à plein temps? C'est mon métier à plein temps. C'est de l'agriculture. Et tu fais toute l'agriculture, ça fait partie de l'agriculture? Je suis comme tout le monde, avec les importations qui ne respectent pas les normes européennes. On a un problème avec le miel qui est importé dernièrement d'Ukraine, de partout. On ne peut pas concurrencer au niveau des prix, coût salarial, coût de vie. Et puis on a des conditions aussi, des normes aussi sanitaires pour les abeilles et que tout le monde ne respecte pas à l'étranger, quoi. Les antibiotiques c'est interdit en France, c'est pas interdit partout, dans le reste du monde. En Argentine c'est autorisé, en Australie c'est autorisé, pour sûr parce que j'y étais, mais le reste... Oui, puis sans nos collègues éleveurs, il n'y a pas de prairie pour faire du miel de pleurs, il n'y a pas de culture pour faire du miel de culture, donc sans eux on fait rien. Moi tous mes emplacements sont chez des collègues. C'est que on n'arrive plus trop à vivre de notre métier avec les heures qu'on fait, on n'arrive pas à tirer le revenu qu'il faut par rapport aux heures. Après, il y a beaucoup de contraintes qu'on a aujourd'hui avec les normes qu'on nous met, tout ce qui est les conditions au niveau PAC, politique agricole commune. Et tous les jours, on nous en met toujours de plus en plus. Donc après, pour s'en sortir, c'est que faut toujours en faire plus pour ne pas gagner plus. C'est toujours pareil. Moi, je suis là parce que je les encourage tous, les agriculteurs. Je les soutiens parce qu'en fait, je suis fille aussi d'agriculteurs, petite fille d'agriculteurs. Mon homme est agriculteur et mon fils va être agriculteur. Du coup, moi, c'est vrai que c'est un métier, je connais pas l'avenir. C'est un métier qui peut faire peur. Je sais pas où que le gouvernement il veut en venir avec tout ça. Je pense qu'il faut que les choses bougent. Donc, je continue à encourager mon homme parce que je vois que c'est pas facile non plus pour lui. Il prend de l'âge et puis les choses n'ont jamais évolué depuis le temps. Il faudrait qu'il y ait une action. Mon souci, moi, c'est plutôt le problème de transmission
parce que bon, on a beau nous en remettre une couche sur le nombre d'années travaillées, il faudra bien qu'on parte. Et on ne se représente pas la difficulté que ça peut être, parce que à l'heure-ci, on est en train de décourager les jeunes. Et le souci, c'est que nos exploitations représentent de gros capitaux, et avec beaucoup de contraintes. Donc la difficulté, c'est de savoir si on aura suffisamment de jeunes dans les années à venir pour nourrir la France, puisqu'on n'a pas de volonté politique, on n'a pas de vision à long terme, à moyen terme et à long terme sur notre agriculture en France. Les contraintes administratives, les normes qu'on nous impose tous les jours et le temps passé au bureau. Moi, j'ai pas une très grosse structure, mais je passe plus d'une journée par semaine au bureau à faire des papiers, que si on oublie, ça peut nous coûter cher. Et voilà, les jachères qu'on nous impose, donc ça représente un certain pourcentage de l'exploitation, 4%. Et à côté de ça, j'achète du fourrage, donc c'est un peu aberrant. Des jachères qu'il faudra détruire au mois d'août apparemment. On ne sait pas, on est toujours dans l'incertain. Le problème des dates d'épandage, une année comme l'année-ci, que tout l'hiver il a fait beaucoup de pluie, on n'a pas pu épandre, donc on a commencé à 15 jours quand il gelait fort. Dans certains villages, comme notamment chez mon copain, on n'avait pas le droit d'épandre, mais comme c'était gelé, on en a profité. Donc on ne sait jamais si on va être contrôlé et avoir une amende ou quoi que ce soit. Voilà. Moi je suis éleveur laitier, j'ai des vaches, on a des robots, bon bah voilà. Le truc c'est que nous aujourd'hui, comme mon collègue, on passe beaucoup derrière nos bureaux à faire des papiers, des contraintes pas possibles et puis tout. Ils veulent les normes européennes. Les normes européennes, ils nous font des trucs du genre que nous on les restrictions et tout le bins, et puis que l'Europe, eux, le cuivre sur des cultures et tout ça, ils ont le droit, nous on n'a pas le droit. Éleveurs laitiers, on a des normes à respecter aussi, qu'à côté en Allemagne ou n'importe quoi, c'est pas pareil du tout. On retrouve tous nos produits dans les intermarchés et tout, et le truc c'est que c'est marqué normes françaises, et ça vient de l'Europe, et ça vient pas de chez nous. C'est pas du tout les mêmes restrictions que chez nous. Voilà. Alors beaucoup trop d'administratifs à mon goût, hein, ça va faire 8 ans que je suis installé, en 8 ans il n'y a rien qu'à changer, c'est encore pire. Les 4% de jachère, nous on n'en veut pas. On crève déjà de faim en France, il n'y a pas assez de céréales, on est obligé d'en importer. Moi je ne comprends pas ça. Et puis on nous annonce toujours des augmentations dans tout, GNR, charges, mais nos produits augmentent jamais. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Tous les deux vous êtes fils d'exploitants. Oui. Et vous vous sentez concernés par ce qui se passe? Oui, parce que c'est notre métier plus tard. C'est ce que moi j'aime ça. C'est mon métier plus tard, quoi. C'est ce que je veux faire, quoi. Donc, Pourtant t'es jeune, quel âge tu as? 12 ans. Et toi? Moi j'ai 15 ans, mais c'est pour s'installer plus tard, quoi. Ça nous concerne tous. C'est pour les jeunes de plus tard, c'est eux qui vont reprendre la relève plus tard, quoi. Et tu es déjà dans une école agricole? Oui, je suis à Mircourt au lycée. Et tu penses qu'on peut vivre d'agriculture? Bah oui, il faut juste que ça change un peu, quoi. Mais oui, on peut vivre.